bien faire attention aux termes que nous utilisons dans la bataille culturelle que nous menons et ne pas utiliser le mot nos ennemis. Donc je vous demande d'utiliser systématiquement le terme de destruction au lieu de déconstruction. Et évidemment, cette destruction généralisée s'est attaquée à tous les domaines de notre identité et, bien entendu, l'alimentation en fait les frais. Le premier point à souligner est notre manière de manger. Lorsque j'étais étudiant, nous avons eu à la maison un étudiant américain, un jeune américain qui était étonné du temps passé à table et du fait que la famille se retrouvait réunis dans un espace de rite quasi religieux. Aux États-Unis, nous disait-il, chaque membre de la famille mange tout seul, quand il veut, va se servir au réfrigérateur, avale en vitesse sa nourriture standardisée pour passer à autre chose. Ce n'est pas notre manière, évidemment, d'envisager la vie et les rapports en commun. Et donc, c'est combien d'affaires importantes ne sont-elles pas traitées autour d'une table. Et on voit bien dans les albums d'Astérix qui se terminent tous invariablement par un banquet, montrant que ces concepteurs ont bien saisi un aspect essentiel de notre identité. La vie moderne, influencée par la sous-culture américaine, a sérieusement incorné cette pratique, mais la résistance culturelle, la mémoire longue, nous permet de constater une permanence indéniable. Le deuxième point, et là nous entrons dans le lourd du sujet, c'est la notion de malbouffe. Les conséquences sont incalculables, mais toujours dramatiques. Nombreux sont les lanceurs d'alerte, et parmi eux, je voudrais honorer particulièrement Perico Légas, qui en parle comme d'une catastrophe pour l'humanité. Je dirais même plus un crime contre l'humanité. Il vient de publier un ouvrage coup de poing dont le titre est « À table, citoyens ». Vrai coup de gueule dans le cri de guerre et ventre Saint-Jacques, que boirons-nous? Il qualifie le mal dont nous sommes atteints de maladie des sociétés qui méprisent le temps et oublient leur histoire. Je pense que c'est très bien vu de sa part et ça définit tout à fait le thème qui doit être le mien au cours de cet exposé. C'est en effet, la malbouffe, donc, une catastrophe et c'est un problème essentiel. Tout d'abord sur le plan de la santé. La généralisation de la malbouffe aboutit à des carences, des équilibres physiologiques et je pense que cela a également des conséquences psychologiques du fait de la mauvaise qualité des protéines, des carences en vitamines et oligoéléments, la présence de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de variétés génétiquement modifiées, pour ne prendre par exemple l'exemple des tomates, qui sont toutes génétiquement modifiées, et qui restent invariablement cartonneuses, même au bout de 3 semaines, et qui contiennent 10 fois moins de vitamines que des tomates que vous pouvez faire dans votre jardin, à condition de demander évidemment des variétés non génétiquement modifiées. La liste est longue donc sur la qualité de l'alimentation et donc sur la santé physique. Sur la santé mentale également, car on sait que certains éléments sont indispensables au bon fonctionnement cérébral et endocrinien. Troubles de l'humeur, de la compréhension, de l'apprentissage, instabilité caractérielle sont de plus en plus fréquemment constatées sur les enfants, qui payent un lourd tribut à cette malbouffe. Et nous y voyons personnellement une relation avec la qualité de l'alimentation. En tous les cas, la malbouffe est à la base de façon certaine de l'augmentation de l'obésité, du diabète et de nombreuses maladies de civilisation, comme on les nomme pudiquement, mais qui sont en fait des maladies de la décivilisation. La gastronomie est un des marqueurs identitaires les plus puissants. Ce vivre pour manger, si caractéristique de nos terroirs, cette gastronomie qui est l'exemple type du fait que tradition et modernité, respect des anciens et création novatrice sont non seulement compatibles, mais étroitement liés, car il ne peut pas y avoir de création sur le néant. Ce foisonnement créatif en la matière est extraordinaire dans nos terroirs. Toute la société y participe. Pensons à la fameuse poule au pot du bon Sully. Même les abbayes et hommes d'église s'y sont illustrés. Le christianisme ne connaissant pas aucun interdit alimentaire d'ailleurs, citons entre autres Dom Pérignon, le monastère de la Grande Chartreuse et sa liqueur, le chanoine Tyr. Pensons aux bières d'abbaye et à toutes les variétés de fromage pour lesquelles nombre de monastères ont travaillé et ont élaboré donc des variétés de fromage. Le premier traité de cuisine se réclamant d'une identité française, le cuisinier François, paraît en 1651. À partir du XVIIe siècle, en effet, une véritable gastronomie à la française émerge.
Elle s'affirme à la fois comme une nouvelle façon de cuisiner et une intellectualisation de l'art culinaire. Ce processus culturel aboutira à la naissance des mots comme gastronomie et gastronome à l'aube du XIXe siècle. Cette nouvelle cuisine rompt avec la cuisine aristocratique médiévale, plus technique. Elle repose sur une préparation élaborant des fonds de cuisson, des coulis et autres jus de viande nécessaires à la réalisation des plats. Sur le plan du goût et de l'éducation à la qualité, nous avons donc un devoir impérieux de transmission à nos enfants. Boycottons les McDo, les jambons sous blister, vous savez, qu'on trouve dans les rayons des supermarchés, qui sont en fait reconstitués et agglomérés à partir de la viande de 5 ou 6 animaux au moins. Donc ça, il faut les boycotter. D'une manière générale, la plupart des produits de la grande distribution. Cette dernière porte d'ailleurs une lourde responsabilité dans la malbouffe. Heureusement, là aussi, on constate la résistance de notre patrimoine dans la créativité. Il y a de plus en plus d'émissions consacrées à notre patrimoine gastronomique. Je pense particulièrement aux escapades de Jean-Luc Petit-Renaud, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, etc., ou d'innombrables sites internet consacrés à la cuisine. Se multiplient même les initiatives associatives de formation du goût des enfants à l'école, ce qui est fondamental. Donc cette volonté de transmission, une fois de plus. Notre système d'échange est basé sur la toute-puissance de la grande distribution, qui a bénéficié de toutes les faveurs, vous le savez bien, fiscales, bancaires, réglementaires, de la part des hommes politiques, générant au passage de nombreux cas de corruption. C'est le grand responsable du désastre. Elle est l'émanation du mondialisme, elle a ruiné notre agriculture, vidé les centres urbains, enlaidi nos villes, on en parlait ce matin justement de cet enlaidissement de nos villes. Donc elle a cassé la convivialité puisque donc, les centres-villes se vident et donc on n'a plus que des consommateurs hébétés qui fréquentent les allées des supermarchés. Ce mouvement va être accéléré sans doute, vraisemblablement, par les pseudo-accords de libre-échange, le CETA, le TAFTA, et malheureusement, je n'entends plus parler de la part des syndicats agricoles de l'exception agriculturelle qui était demandée un temps par certains syndicats et qui était calquée sur l'exception culturelle qui permet à notre production culturelle, d'ailleurs qui est complètement subvertie par l'art contemporain, comme je l'appelle, hein, depuis longtemps. Mais là, par contre, on a obtenu une exception culturelle. Donc, là aussi, il faudrait organiser la résistance. À ce stade, d'ailleurs, il serait bon de parler de la mort de nos agriculteurs, au sens propre, puisqu'il y a un suicide tous les 2 jours, et au sens figuré, puisque tout est fait depuis des décennies pour promouvoir les agri-managers qui n'ont plus rien à voir avec des paysans, mot qui veut dire littéralement gens du pays, et donc enracinement. Je ne peux pas m'étendre sur ce vaste sujet qui mériterait un développement à lui tout seul. À propos de ce grand chamboulement alimentaire, je voudrais dire 2 mots de la mode du végétarisme et surtout du végétalisme, dans sa forme la plus extrême du véganisme. Si devenir végétarien du ressort d'un choix individuel, tout à fait respectable, marque d'une sorte d'ascèse, pour les véganes modernes, il s'agit d'une conception sectaire globale voulant imposer le véganisme à la société. Et je qualifierais cette idéologie de mortifère. Ce mouvement venu des États-Unis participe à la décadence de notre civilisation qui a toujours su jusqu'ici vivre en harmonie avec les animaux dans le cadre d'une symbiose conforme à la loi naturelle. Issus de l'extrême gauche, ils rejoignent d'autres mouvements de destruction, non pas de déconstruction, comme par exemple les no-borders qui veulent l'abolition des frontières, le droit au logement qui veut l'abolition de la propriété privée, les diverses idéologies du genre et les lobbies LGBT qui veulent la destruction de la différenciation sexuelle, les écolo-extrémistes et les zadistes. Par leur antispécisme misanthrope, ces bobos citadins nient la responsabilité protectrice de l'être humain vis-à-vis des animaux du fait de sa position prééminente dans l'ordre naturel. Dans ce tableau plutôt noir, qu'en est-il du bio? Basé sur des principes de bon sens et d'évidence, il connaît un succès certain, avec des taux de croissance qui n'ont pas manqué d'attiser les appétits des multinationales. Ces dernières utilisent en faire des producteurs bio les mêmes moyens d'étouffement qui ont si bien fonctionné pour ruiner nos paysans.
normes tatillonnes, dumping des prix, endettement, fiscalité, désertification rurale. Le marché du bio est en passe d'être complètement noyauté par la grande distribution, ça il faut le savoir. On assiste par exemple à des choses invraisemblables, à savoir que le bio peut être halal. Le bio peut être halal. C'est quand même assez stupéfiant de la part d'un mouvement dont on pourrait penser qu'il va respecter les animaux. Et bien sûr, on est devant une collusion, comme d'habitude, du mercantilisme et de l'obscurantisme de l'islam. Et il y a donc d'ailleurs à l'heure actuelle une action en justice devant la Cour européenne de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui conteste évidemment cette possibilité pour le bio de se prévaloir du label halal. Le rouleau compresseur du halal, boosté par la collusion de l'affairisme mercantile, comme je vous disais, l'obscurantisme de l'islam, avance inexorablement, semble-t-il, mais toute une palette d'actions peut y faire échec. Je vous invite à vous reporter et à soutenir les actions de vigilance halal, que j'ai l'honneur de diriger, qui s'emploient à utiliser toutes les méthodes, même légales, bien sûr, pour empêcher l'extension des phénomènes. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, il me semble indispensable de parler du vin, des boissons fermentées et donc alcoolisées, comme la bière, et citer la plus ancienne d'entre elles, l'hydromel. C'est une part essentielle de notre art de vivre alimentaire. Je m'en rends compte d'ailleurs que le titre de mon exposé aurait dû associer le verre à l'assiette. La rencontre de l'homme et de Vitis vinifera, le nom latin de la vigne, a eu lieu il y a 2 millions d'années du côté d'Anatolie, mais elle ne sera domestiquée qu'il y a 10 000 ans. Contrairement aux campagnes de discrédit de l'alcool par notre société puritaine et sa diabolisation par les bons musulmans, et selon plusieurs études effectuées aux États-Unis, l'alcool aurait accéléré l'évolution humaine. Qualifié par ces mêmes chercheurs de lubrifiant social. Donc, vous reprendrez bien quelques petits verres de lubrifiant social de temps en temps. Je n'invente rien. Qualifié de lubrifiant social, il favorise le caractère aventureux et la créativité. L'alcool aurait participé à la création, à la musique et aux arts, levant les inhibitions par son effet psychoactif. Il possède également un rôle sacré pour communiquer avec les dieux, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Eucharistie. Il est d'ailleurs significatif que le premier miracle du Christ aux noces de Cana, où le Christ a changé l'eau en vin, soit le point de départ de sa vie publique. J'en tire les conclusions que le Christ n'aurait jamais fait cela si le vin était mauvais pour l'homme, bien entendu. D'ailleurs, bonum vinum letificat cor hominis, écrit l'Ecclésiaste. Le verbe hominis inclut bien sûr, c'est l'espèce humaine, il inclut aussi les femmes, qui sont des hommes comme les autres. Pour Louis Pasteur également, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, et ce fait est corroboré par les études venant là aussi des États-Unis, qui parlent du French Paradox, qui est le fait que nous, Français, avec notre alimentation riche, et particulièrement les gens du Sud-Ouest, auxquels nous appartenons, devrions connaître beaucoup de problèmes cardiovasculaires, et nous en avons moins que les Américains parce que nous buvons du vin. Donc, ça corrobore évidemment toutes ces recherches. Donc ceci est lié entre autres à la présence de polyphénols, comme le resveratrol, un puissant antioxydant. Comme toute chose en ce bas monde, son excès est certes préjudiciable, mais rappelons-nous quand même que l'eau, pourtant indispensable, peut entraîner la mort quand elle est absorbée de façon massive. À partir de ici. Et enfin, pour conclure, j'aimerais rendre un vibrant hommage au cochon, notre compagnon de route depuis des millénaires. Sa domestication s'est faite avec la sédentarisation 7000 ans avant notre ère, car il est incapable de suivre les peuples nomades. Et c'est très important, justement, dans le cadre de cet enracinement. Je pense que le fait que les hommes se soient sédentarisés est un facteur de progrès,
Et justement, comme par hasard, le cochon a accompagné cette sédentarisation, et donc le fait que des petites racines se sont mises à pousser. Alors, donc, oui, où j'en étais, pardon, je me suis laissé... alors, c'est un animal tabou chez les Israélites, du fait de la loi mosaïque, et puis pour les musulmans, qui ont calqué pratiquement tout ce qui était du judaïsme. Et par contre, il était très apprécié dans la Grèce antique, où il est un signe de richesse. Un signe de richesse qui a nous donné sans doute la petite tirelire en forme de cochon. Hein. Il était sacrifié aux dieux et sa chair y était très estimée. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient spécialisés justement dans les salaisons. Ils étaient réputés, ils les vendaient dans tout le monde antique. Ils les commerçaient dans tout le monde antique, jusqu'au Caucase, paraît-il. Donc vous voyez que déjà, le commerce existait, il a toujours existé hein, depuis que l'homme est l'homme. Ces mêmes Gaulois, d'ailleurs, étaient les inventeurs de la barrique, je vous le rappelle, c'est très important, hein, qui était beaucoup plus commode pour le transport du vin que l'amphore. Et donc, on voit bien que dès l'origine, les salaisons et le vin étaient intimement liés. Et que, de façon indissoluble, dans nos contrées, et nos apéritifs saucissons pinards sont donc un excellent moyen de résistance et un acte de mémoire. Le porc, en plus de ses qualités alimentaires et des sous-produits innombrables utilisés dans l'industrie, la médecine, la pharmacie, est porteur d'une symbolique forte, car se sont tissés, au fil des siècles, des liens biologiques et passionnels. Il est souvent l'objet de préjugés négatifs, en général totalement injustifiés. Pensons à la dernière campagne « Balance ton porc », bien entendu, qui est totalement injustifiée parce que, même si le verra est vraiment un chaud lapin, si j'ose dire, je n'ai jamais vu un verra donc violer une truie. Elles étaient toujours consentantes. Donc sa proximité biologique et comportementale avec les humains renvoie à ces derniers, c'est vrai, une image pas toujours très flatteuse, mais qui nous rend cet animal fort sympathique. Cette proximité s'exprime également dans de nombreux noms de familles et toponymes inspirés du sanglier et du porc dans toute l'Europe. Bref, le porc fait vraiment partie de nos racines. Ce tour d'horizon quelque peu inquiétant ne doit pas nous décourager. Rien n'est jamais perdu. Car si nous restons inertes, rien ne pourra se faire. Des solutions simples et efficaces sont à notre portée pour peu que nous en donnions les moyens. Ces solutions sont, entre autres, une agriculture paysanne, le localisme, les circuits courts, faire sa cuisine à partir de matières premières et non de plats préparés. Donc on achète évidemment sur le marché. J'entendais avec plaisir tout à l'heure lors de la table ronde le représentant des Brigands, je crois, qui parlait de l'organisation en clan. Et justement, ça peut être l'occasion de revenir justement à une agriculture paysanne, des circuits courts et un mode de vie beaucoup plus frugal. Parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que la malbouffe va aussi avec la grande bouffe. Nous sommes dans une société du gaspillage, et il faut retrouver le sens de la frugalité qui a animé nos paysans, qui a toujours animé nos paysans, ce qui ne nous empêche pas de faire des excès lors de manquer mémorables. Donc, il faut retrouver cette harmonie qui nous lie à la nature par une agriculture sinon bio, car le concept a été galvaudé, mais respectueuse des cycles naturels, ce qui n'est pas une vision passéiste du fait des progrès de la connaissance, des mécanismes du vivant, que l'on peut utiliser avec profit. C'est le cas par exemple de la permaculture et de tout ce qui s'en approche, mais il y a beaucoup de choses, parce que le vivant est quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand on se penche sur la vie biologique de la Terre, on est absolument fasciné. C'est quelque chose de fascinant. Et je vous invite à lire tous les ouvrages d'agronomie qui vous permettront de comprendre comment on peut utiliser tous ces phénomènes biologiques pour nourrir l'humanité et se nourrir bien. Donc, comme disait Hippocrate, et on sait que tous les Grecs ont tout inventé, fais que ce que tu manges soit ton seul médicament. Et pensons également à Socrate qui disait, si tu veux commander à la nature,
commence par lui obéir. Là sont nos racines qui se sont développées dans un riche terreau. Merci. Merci Alain pour ces paroles plus que réjouissantes. On voit que nous avons différentes formes de résistance qui s'offrent à nous et certaines sont très agréables. Voilà. J'accueille à présent Jean-Pierre Joseph. Jean-Pierre Joseph est avocat du barreau de Grenoble. Il défend précisément ceux qui sont inquiétés pour leur pratique de santé alternative. Il s'est fait connaître du public en 2002 à l'occasion de la parution de son livre « Vaccin, mais alors on nous aurait menti », qui a déjà connu plusieurs éditions. Il s'insurge contre une vaccination généralisée, systématique et obligatoire et nous met en garde contre ses effets néfastes sur la santé. Son exposé s'intitule « Vaccin, transhumanisme, danger ». Jean-Pierre Joseph, je vous demande de l'applaudir.